Direction Rayatea aux îles sous le vent où l'on se prépare aussi à voter samedi prochain. Des électeurs pas toujours concernés mais qui annoncent quand même leur intention de se rendre aux urnes. Vous allez le voir, Ignacio Raveino, Sandrovli. Il serait facile d'affirmer qu'à Rayatea, la jeunesse a d'autres préoccupations que de choisir ses législateurs, mais ce serait mal les connaître. Exemple ici, place To'ahurinhi lors de ce tournoi sportif interquartier organisé par la commune d'Outuroa. Rien, j'irai voter parce que déjà c'est un devoir, c'est ce que nous devons faire, nous les citoyens. Je sais pas, ça dépend aussi de celui qui se présente et s'il peut emmener le pays devant eux. Après, je suis pas à fond dans la politique, hein, j'avoue, c'est pas trop mon truc, c'est pas ma tasse de thé, mais après, dans l'absolu, toutes les lois qui sont votées en France, ben, il y a un impact sur nous aussi, donc oui, il faut quand même, il faut voter pour quelqu'un qui nous représente bien, quoi. C'est le centre névralgique de l'île, le marché d'Outuroa. Catherine est fleuriste. Elle avoue que ce sont les élections locales qui mobilisent le plus de monde, mais se sont tout de même concernés. Ce qui se passe en France influence aussi la Polynésie, donc il faut qu'on soit citoyen, il faut qu'on puisse se dire ben moi j'ai voté donc je peux dire mon opinion. Voilà. Rendez-vous est pris donc pour le premier tour des législatives le 3 juin, une élection qui devrait troubler la quiétude qui règne sur l'île sacrée. Et ce soir, c'est le candidat de la deuxième circonscription de Heura-les-Verts qui est notre invité, Tati Salmon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Les écologistes n'avaient obtenu qu'un petit début d'adhésion lors des dernières élections législatives puisque vous n'aviez obtenu que 1,25% des voix. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les électeurs pourraient davantage vous faire confiance ? C'est tout d'abord le constat que l'on fait dans le monde entier. Il ne faut pas oublier que 178 pays en 2015 sont mis d'accord pour reconnaître que le climat se réchauffe de plus en plus, que les hydrocarbures, notamment le pétrole, se fait de plus en plus rare, à la suite d'enquêtes scientifiques, bien sûr, c'est pas tombé comme ça. Et donc, les résolutions qui ont été prises sont les suivantes, c'est qu'il faut se retourner vers d'autres énergies. Nous en parlons déjà depuis 2012. Donc ces derniers accords pourraient faire la différence selon vous si vous n'obtenez... Mais c'est la base même de notre politique, hein, c'est sur ça que l'on se base. Donc décliner cela dans notre pays en tant que député, c'est aller à Paris et insister sur le fait que les énergies renouvelables, c'est ce qu'il nous faut. Deuxièmement, c'est la formation aussi, mettre en place de nouvelles écoles, de nouvelles universités tournées vers la mer. Troisièmement, pour le volet économique, c'est la mise en place de compagnies aériennes low cost pour augmenter le flux touristique ici. On va reparler de votre programme un peu plus en détail. D'abord, concernant l'aspect politique, si vous n'obtenez pas les 12,5% de suffrages obligatoires pour être au second tour, vous appellerez vos électeurs à voter pour qui? Pour les candidats du Tavini? Écoutez, nous n'avons pas encore décidé vers quel candidat potentiel se tourner, mais toujours est-il que la question nous a été posée au niveau de l'Assemblée, Je vous demande ça parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec celui des indépendantistes dans votre programme, les accords de Tahiti Nui, oui. D'abord cher à Oscar Temaru, avec dans 20 ans un référendum sur l'indépendance. Vous êtes aussi favorable à la création d'un aéroport international aux Marquises. Vous mettez au centre de votre programme la question du nucléaire. Qu'est-ce qui vous différencie réellement du Tavini? Alors, ce qui nous différencie, c'est l'approche que l'on a et toutes les résolutions que l'on met à l'intérieur de ces accords de Tahiti Nui. Pour nous, il ne s'agit pas d'aller à l'aveuglette. Nous avons des projets bien définis et nous souhaitons les mettre mettre l'État devant aussi le fait accompli. C'est que nous n'avons plus d'autres moyens dans les 30 ans à venir, de subvenir à nos besoins en matière d'hydrocarbures. Donc je ne vois pas non plus Il faut aller vers la transition énergétique. Oui, il faut absolument aller dans la transition écologique implique la transition énergétique et en même temps tous les corps de métier qui vont avec une vision un peu différente, quoi. Alors vous mettez en avant le projet d'usine d'énergie thermique des mers, 30 milliards d'investissements, une partie par l'État et l'autre en défiscalisation. Quelles seraient vos méthodes pour convaincre les investisseurs? On a du mal à convaincre les investisseurs en Polynésie.
Effectivement, le coût est assez important, mais quand on se rend compte que, concernant par exemple l'hydrocarbure, le coût, ce que ça coûte en matière de production de gaz à effet de serre concernant les avions, les bateaux qui approvisionnent les pays, le coût est beaucoup plus important. Tandis que l'ETM, en fait, c'est une énergie qui est constante. Le froid qu'on utilise pour transformer en énergie électrique, il est constant, il ne varie pas. Tandis que les autres énergies renouvelables comme l'éolienne sont aléatoires. C'est un gros investissement de départ, mais qui rapporterait ensuite à la Polynésie. Exactement. Dans votre programme, vous parlez aussi du cannabis et du projet de loi qui pourrait encadrer sa consommation, sa vente et sa commercialisation, sa culture aussi. On peut aujourd'hui, selon vous, malgré toutes les études scientifiques et sérieuses réalisées autour de la consommation du cannabis, aller vers sa légalisation? Alors moi, je vous opposerai d'autres études sérieuses scientifiques que celle-là aussi, et d'autres pays qui ont, dont le Colorado par exemple, qui ont appliqué justement une législation particulière concernant le cannabis. Le cannabis, il est consommé par les jeunes, non pas parce que c'est du cannabis, parce que premièrement, il y a un fossé culturel, il y a aussi un fossé familial entre les enfants et les parents, il y a aussi le manque de travail, donc cette recherche, cet appât du gain qui fait que les jeunes se tournent vers ce genre de choses. Donc il s'agit de régulariser, de légiférer de façon à ce que celui qui veut consommer, soit obligé de se plier à certaines règles. Il ira voir un organisme qui sera reconnu, qui aura pignon sur rue, et les efforts que l'on porte en matière de recherche et de poursuite seront plutôt concentrés sur les soins, l'assistance à la famille. Il faut réglementer, encadrer pour aller vers quelque chose de mieux. Tati Salmon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.